Alors, bonjour et bienvenue au webinaire Les conséquences du manque d'accès aux informations pour la santé de la population en temps de pandémie. Un webinaire qui durera 1h30, qui est présenté par l'Association pour la santé publique du Québec, la SPQ, l'unité de soutien SRAP du Québec, l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle et du numérique Obvia, et le cabinet d'avocats Fasken. Mon nom est Thomas Bastien, je suis directeur général de l'Association pour la santé publique du Québec et j'ai le plaisir de présenter ce webinaire qui se déroulera en deux parties. La partie 1, qui est une présentation des effets et enjeux potentiels en lien avec le projet de loi 64 sur la recherche au Québec. La partie 2, qui portera en fait sur des patients, des chercheurs et des décideurs qui discutent des conséquences du manque d'accès aux informations pour la santé de la population. Alors, ces deux parties seront suivies de périodes de questions de 10 minutes pour lesquelles, en fait, on vous invite à indiquer vos questions dans le chat de ce webinaire. Cet événement est enregistré. Alors, on vous invite à mettre le plus de questions possible et si les questions ne sont pas répondues lors de ce webinaire, nous aurons la chance, en fait, de vous y répondre par la suite. Alors, comme vous le savez, en fait, le contexte de la COVID-19 a mis en lumière énormément en fait, de problématiques en matière d'accès aux données, notamment en fait, pour les chercheurs. Des données qui sont très fastidieuses à obtenir en matière de temps, mais aussi des données qui sont très présentées sous forme de silos. Donc, l'objectif de cette rencontre d'aujourd'hui, c'est de dresser un peu un bilan en fait, de ce qui se passe dans la communauté scientifique au Québec, mais également aussi pour les patients et les décideurs d'ici, mais également en fait de parler du projet de loi 64 qui va avoir un impact sur cet accès aux données, plus particulièrement pour les chercheurs. Donc, sans plus attendre, j'aimerais inviter Maître Aya Barbache et Maître William Deneau-Rouillard du cabinet d'avocats Fasken à nous présenter la première partie qui est la présentation des effets et enjeux potentiels en lien avec le projet de loi 64 sur la recherche au Québec. Oui, merci beaucoup Thomas pour la présentation, puis merci beaucoup aux organisateurs de cet événement qui est effectivement très d'actualité, notamment dans le contexte en ce moment du Covid où l'accès aux données est un enjeu très important et qui plus est dans le contexte du projet de loi 64 qui a été déposé le 12 juin dernier et on va le voir qui vient quand même réformer de manière assez importante l'accès aux données en matière d'études, de recherche et de statistiques. Donc, sans plus attendre, on va voir la structure de la présentation qu'on aura le plaisir de vous présenter aujourd'hui. Donc, on va voir tout d'abord les principes de base très rapidement en matière de protection des renseignements personnels pour vraiment mettre la table, pour mettre le cadre. Puis, on verra par la suite donc les facteurs généraux à prendre en compte pour l'accès aux données, le cadre normatif applicable. Puis, c'est important de voir ce cadre normatif applicable actuellement pour comprendre ce qui va changer avec les modifications que propose le projet de loi 64. Donc, tout d'abord, les principes de base en matière de protection des renseignements personnels, très rapidement. Donc, les renseignements personnels de santé sont des renseignements personnels, qui plus est des renseignements personnels sensibles, bien que la loi actuelle ne prévoit pas ce qu'est un renseignement personnel sensible. On le sait, les renseignements de santé en font partie. Et le principe de base, c'est que, donc principe de base, tout principe veut qu'il y ait des exceptions, mais le principe de base est tel qu'il faut y avoir un consentement des personnes, des individus concernés par la collecte de renseignements personnels pour toute collecte, utilisation ou communication de ces renseignements personnels. Le tout est tel qu'il faille que les principes de nécessité et de proportionnalité soient respectés de telle sorte à ce que, bien qu'il faille le consentement de l'individu, il faut que la collecte soit absolument nécessaire. Ce sont des principes cumulatifs. Une fois qu'on a dit ça, il y a certains facteurs qui sont à prendre en compte pour l'accès aux données. Puis, ces facteurs-là, de manière plus générale, ce sont des facteurs qui ont été dégagés par le Conseil des académies canadiennes dans un rapport de 2015, un rapport qui a été fait par un comité constitué d'experts sur l'accès en temps opportun aux données sur la santé. Puis, de ces principes-là, il y a 4 grands principes généraux qui se dégagent en matière d'accès aux données de santé. Donc, le premier étant que l'utilisation doit être appropriée des données.
il faut que ce soit afin d'améliorer le bien-être du public. Le deuxième principe étant la gestion des risques, c'est-à-dire qu'en amont, il faille définir les risques associés à l'accès aux données et en minimisant autant que possible l'impact que pourrait avoir l'accès à ces données. De là découle le respect de la vie privée et plus largement, je dirais, de la protection des renseignements personnels. Et pour terminer, tout cela dans le but de maintenir la confiance du public. Une fois qu'on a dit ça, maintenant, William va vous expliquer le cadre normatif applicable. Puis c'est important de comprendre quelle loi s'applique ici, parce que le projet de loi 64 vient modifier ces lois-là. On a très peu de temps aujourd'hui, donc on ne va pas rentrer vraiment dans le fond de chaque disposition de ces lois, mais c'est important de comprendre quand même quelle loi s'applique, dans quelles circonstances, pour ensuite comprendre ce que le projet de loi 64 vient modifier. Exactement. Bonjour à tous. Donc, c'est ça, on a vu qu'il y a plusieurs principes là, qui peuvent gouverner les bonnes pratiques en matière d'accès aux données de santé, aux données pour la recherche. Parmi celles-ci, on retrouve une considération principale qui est, en vertu des lois et dans une perspective juridique, la protection des renseignements personnels. Parce que ces données-là vont souvent, plus souvent qu'autrement, comporter des renseignements personnels. Et puis, les lois applicables au Québec, on a d'abord la loi sur le secteur privé. Donc, rapidement, ça s'applique aux entreprises au sens du Code civil. Donc, toute organisation, association qui a des activités commerciales organisées. Donc, il n'y a pas de régime spécifique au renseignement personnel sur la santé ici, mais comme Ariel vient de mentionner, c'est important de garder en tête que c'est des renseignements qui sont toutefois considérés sensibles, ce qui implique que les mesures de sécurité pour les protéger, qui encadrent leur communication aussi, sont proportionnelles à leur degré de sensibilité, donc doivent être plus fortes dans le cas de renseignements sensibles, de renseignements de santé. Et le fameux principe du consentement qu'on a vu là, tout juste avant, il y a une exemption à ce principe-là lorsqu'on veut communiquer ou utiliser des renseignements personnels à des fins d'études, de recherche, de statistiques. Ce qu'on va voir plus en détail et ce qui est aussi affecté là, par les propositions du projet de loi 64. Rapidement, d'autres lois au Québec qui viennent s'appliquer, la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et de la protection des renseignements personnels. Donc, ça s'applique aux organismes publics. Ici, on parle d'universités, de commissions scolaires, de municipalités. Donc, les organismes publics au Québec sont régis par cette loi-là dans le cadre de leur gestion des renseignements personnels et aussi des demandes qu'ils peuvent faire d'accès aux données. Il y a les dossiers médicaux détenus localement par les établissements de santé, leur confidentialité, leur accès au niveau local dans l'établissement de santé régi par la loi tout en bas, la loi sur les services de santé et les services sociaux, qui prévoit aussi un mécanisme similaire qu'on va voir plus tard. Puis on a la loi concernant le partage de certains renseignements de santé au Québec. Donc, il y a encore vraiment l'échange de renseignements de santé, donc l'actif informationnel qu'il y a au sein du système de santé au Québec, et qui constitue aussi plusieurs domaines cliniques, le laboratoire médicaux, imagerie médicale, vaccins, médicaments. Ces renseignements de santé-là incluent aussi plusieurs renseignements personnels. Donc, c'est encore toujours la notion de droit à la vie privée, protection des renseignements personnels qui vient poser certaines limites et qui va être étudiée aussi dans les prochaines diapositives. C'est ça. Donc, une fois qu'on a dit ça, comme le disait William, donc on a une loi dans le secteur privé, une loi dans le secteur public. Et dans ces deux lois, il y a la possibilité d'avoir accès à des données à des fins d'études, de recherche, de statistiques, sans obtenir le consentement des personnes concernées. Et pour cela, il y a certaines conditions à être respectées, donc dans les lois actuelles. Puis on le verra tout à l'heure, le projet de loi 64 va venir modifier ce qui est actuellement en place. Donc, il faut que l'utilisation par le destinataire des renseignements personnels soit à des fins d'études, de recherche ou de statistiques. Et là, actuellement, il faut me faire une demande écrite à la CAI, donc la Commission d'accès à l'information, qui est l'autorité de contrôle au Québec en matière de renseignements personnels. Et cette autorisation de la CAI est octroyée si elle est d'avis que l'usage projeté n'est pas frivole, que les fins recherchées ne peuvent être atteints que si les renseignements sont communiqués sous une forme permettant d'identifier une personne, autrement dit que ce soit des renseignements personnels qui sont communiqués, et que les renseignements personnels seront utilisés d'une manière à en assurer le caractère confidentiel. Il faut savoir également qu'en matière, et c'est dans la prochaine diapo, en matière d'accès à des données pour des fins d'études, de recherche ou statistiques, il y a un cadre également qui s'applique, un cadre légal qui s'applique pour les renseignements personnels sur les professionnels. Et donc, ce qu'il y a à retenir, c'est qu'ici encore, il y a une demande écrite à faire à la Commission d'accès à l'information
qui octroie cette autorisation si certaines conditions sont respectées. Notamment, on ne va pas les passer toutes en revue, mais essentiellement que les données soient vraiment utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été communiquées et que la communication des renseignements personnels communiqués ne permet pas d'identifier un acte professionnel, donc ne contreviennent pas au secret professionnel puis aux obligations qui incombent aux autres professionnels notamment. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'actuellement, avec les obligations qu'il y a en place, le processus est assez long. En général, la demande qui est faite à la commission d'accès à l'information est accordée après 1 an ou plus d'attente, alors que généralement, les fonds de recherche sont octroyés sur un cycle de 3 ans. Donc, c'est relativement long. Il y a un dernier cas qui est ici pertinent, puis William va vous en parler, c'est dans le cas des dossiers médicaux avec la loi sur les services de santé. Exactement. C'est ça. Il y a vraiment le secteur privé, le secteur public qui est régi par le même mécanisme pour l'accès actuellement. On a un régime un peu différent, puis c'est peut-être moins pertinent dans le contexte de ce webinaire. On voulait quand même porter votre attention rapidement. Donc, l'accès au dossier médical local d'un patient au sein d'un établissement de santé. Il y a aussi les professionnels de la santé qui peuvent avoir accès à ces dossiers-là d'un patient qui n'est pas nécessairement leur lorsque c'est pour une utilisation à des fins d'études d'enseignement ici. Donc, on enlève la statistique, on remplace par enseignement ou de recherche. L'autorisation ici n'est plus par la commission d'accès à l'information comme on vient de voir précédemment. C'est le directeur des services professionnels de l'établissement ou une personne ayant un titre similaire là, au sein de l'établissement, s'il n'y a pas un tel directeur au sein de l'établissement qui doit s'assurer que les mêmes critères sont remplis. Donc, c'est lui qui a le pouvoir un peu décisionnel en vertu de la loi de décider si oui ou non le dossier médical d'un patient peut être communiqué à un professionnel à cette fin. Il y a aussi le critère qui s'ajoute que le projet du professionnel, lorsqu'il fait la demande, on doit démontrer que ça respecte les normes d'éthique et d'intégrité scientifique généralement reconnues. Donc ça, c'est un cas plus à part. Mais bref, on a vu tous ces mécanismes ensemble dans les lois actuelles. Puis on a vu que c'était long puis que c'était compliqué en ce moment de demander à la commission d'accès à l'information de nous donner une approbation. Il y a des délais. Ça, c'est sans compter les organismes décisionnels plus relatifs à l'éthique. Donc, tout ce qui est... on n'en a même pas parlé. On a vraiment les bases légales, mais bref, juste côté juridique avec la commission d'accès à l'information, c'est compliqué, c'est long. Mais là, on a le fameux projet de loi 64 qui a été déposé le 12 juin dernier à l'Assemblée nationale. C'est quoi le projet de loi 64? D'abord, c'est un projet de loi massif qui vient réformer de façon considérable le paysage législatif au Québec en matière de protection des renseignements personnels. Donc, vient proposer plusieurs amendements, que ce soit la loi sur le secteur privé, loi sur l'accès, bref, toutes les lois qu'on a vues précédemment. Une remarque importante, par exemple, il n'y a rien de sûr ici, là, ce projet de loi-là est encore sujet au processus législatif. Il y a des consultations qui se font cet automne. On n'a pas de date encore de fixer pour quoi que ce soit. Il n'y a rien de sûr. Peut-être que rien du tout va être adopté. Donc, tout ça est à prendre avec une certaine réserve dans l'optique où on est sûr de rien encore aujourd'hui. Mais ça démontre quand même une certaine intention du gouvernement et du gouvernement de venir régir dans un certain sens la protection des renseignements personnels dans cette ère digitale et cette nouvelle ère où les données sont omniprésentes. Donc, allons-y rapidement avec les fameuses innovations qui sont apportées par le projet de loi. Je te laisse aller, Aya. Mais vous allez remarquer que c'est le gros plus là, ici, là, ce que le projet de loi vient apporter, c'est qu'on retire la commission d'accès à l'information du processus, ce qui rendait, entre autres, ça très lourd et très long. Bien maintenant, on vient juste, en fait, vous allez voir, on retire la commission d'accès à l'information du processus. Là. C'est ça. En fait, essentiellement, tout à l'heure, ce que je disais, c'est qu'il faut actuellement demander l'autorisation à faire une demande écrite à la commission d'accès à l'information. Puis là, il y a un nouveau mécanisme dans le projet de loi 64 qui fait en sorte qu'il y ait des nouvelles conditions à respecter pour qu'il puisse y avoir communication de renseignements personnels sans consentement, donc en matière d'études, de recherche ou de statistiques.
Et donc, pour ce faire, il y a plusieurs conditions à être respectées. Donc, il faut que l'utilisation par le destinataire soit essentiellement et nécessairement, c'est de ça qu'on discute aujourd'hui à des fins d'études de recherche ou de statistiques. Il faut qu'il y ait, donc ça c'est une nouvelle notion qui apparaît dans le projet de loi 64, qu'il y ait une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée. Et donc, William va vous parler juste après, dans la diapo d'après, qu'est-ce que comprend une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée. Il faut qu'il y ait une demande par écrit qui soit faite auprès de l'organisation qui détient les renseignements personnels, donc autrement dit, l'organisation qui va communiquer les renseignements personnels. Et donc, dans cette demande par écrit, l'organisme, la personne, l'entité qui voudra avoir communication des renseignements personnels devra joindre son protocole de recherche, exposer les motifs soutenant les conclusions de l'évaluation de facteurs relatifs à la vie privée, mentionner toutes les personnes et organisations ou organisations à qui une demande similaire est faite, décrire les technologies qui seront utilisées pour traiter les renseignements personnels et, le cas échéant, joindre la décision documentée d'un comité d'éthique de recherche. En plus de cela, il faut qu'il y ait une conclusion, conclusion d'une entente entre l'organisation qui donne accès, qui communique les renseignements personnels et le destinataire. Et donc là, William va vous expliquer ce que doit comprendre l'évaluation de facteurs relatifs à la vie privée. Puis ensuite, je vais vous expliquer ce que doit comprendre l'entente en tant que telle entre l'organisation et le destinataire des renseignements personnels qui recevra réception des renseignements personnels. Super. Un petit commentaire en lien avec cette diapo-là avant d'aller à la suivante. Donc, ces nouvelles conditions-là qui sont instaurées par le projet de loi sont sensiblement introduites, oui, dans les lois sur le secteur privé, sur le secteur public. C'est important aussi de noter qu'on vous a parlé, puis là, je vais faire un retour en arrière, mais on vous a parlé tout à l'heure d'une fameuse loi concernant le partage de certains renseignements de santé. Donc, traite des renseignements de santé contenus dans les banques de données de santé, par exemple des domaines cliniques institués par le ministre de la Santé. Il n'y avait pas à l'heure actuelle de mécanisme permettant de faire une demande au ministre d'avoir accès aux données, aux renseignements de santé, à ces actifs informationnels-là. Puis on vient introduire sensiblement dans cette loi-là, par le projet de loi 64, d'ailleurs, on ne vient pas l'introduire, mais on propose de l'introduire, encore une fois, il n'y a rien de sûr, mais un mécanisme qui oui, implique une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée. Excusez-moi, là, je me promène. Donc, oui, une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée et les autres conditions qu'Ayan vient de mentionner. Donc, on vient vraiment, on viendrait vraiment instaurer un nouveau mécanisme là, qui ne nécessite pas l'intervention de la Commission d'accès à l'information, donc qui aurait le mérite d'être potentiellement plus efficace. Et donc là, c'est quoi cette fameuse-là? C'est cette fameuse évaluation des facteurs relatifs à la vie privée qu'on parle ici, qui vient remplacer notamment l'approbation de la Commission d'accès à l'information. Mais ça, une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée, on peut aussi l'appeler une analyse d'impact en matière de vie privée. C'est déjà imposé par le règlement européen de la protection des données. C'est inspiré aussi des analyses d'impact qui sont faites dans le milieu environnemental. C'est exigé sous le projet de loi pour plusieurs traitements de données, dont la communication de renseignements personnels à des fins, encore une fois, de recherche, études et statistiques. Donc, ce que doit conclure d'abord l'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée ici, dans le contexte de la communication des renseignements personnels à ces fins-là, c'est que l'objectif d'étude, de la recherche et des statistiques peut seulement être atteint si on a ces renseignements personnels-là communiqués, donc dans une forme qui permette l'identification des personnes. De deux, qui serait déraisonnable d'obtenir le consentement des personnes. Donc, simplement, s'il y a juste beaucoup trop de personnes à qui demander le consentement, ce serait déraisonnable dans une certaine mesure d'obtenir le consentement, sous réserve des interprétations qui vont être faites de ce texte-là. L'objectif d'étude l'emporte sur l'impact de la communication et de l'utilisation sur la vie privée des personnes. Donc, il y a vraiment un aspect de proportionnalité ici. On doit vraiment avoir un avantage qui est plus grand que le désavantage. Renseignements personnels utilisés de manière à assurer leur confidentialité. Donc, on parle ici de mesures de sécurité adéquates et que seulement les renseignements nécessaires sont communiqués. Donc, on revient au principe de nécessité qu'Aya avait présenté dans la première diapositive.
En général, les grandes lignes, c'est quoi une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée? Bien, ça prend une préparation, donc définir quel renseignement personnel on veut accéder, leur degré de sensibilité, leur degré de sensibilité, pardon, les interactions entre l'organisation et les renseignements personnels visés, etc. Donc, vraiment d'établir le contexte et ensuite d'analyser plusieurs facteurs tels que la conformité aux législations applicables, l'identification des risques d'atteinte à la vie privée, la mise en place de stratégies pour éviter les risques et les réduire. Donc, plusieurs étapes. La loi ne prévoit pas expressément de guide ou d'étapes ou de facteurs même relatifs à la vie privée à prendre en compte dans le cadre de ces évaluations-là. Mais on espère que le législateur ou même la Commission d'accès à l'information va publier plus d'informations à ce sujet dans le cadre de l'adoption du projet de loi si elle a lieu. Puis il faut noter qu'il y a déjà un document d'orientation qui a été publié par la Commission d'accès à l'information qui prévoit qui donne des orientations sur ce que doit comprendre l'évaluation de facteurs relatifs à la vie privée. Mais effectivement, comme le disait William, le projet de loi ne prévoit rien formellement là-dessus sur les critères à prendre en considération. Cela étant dit, on le disait tout à l'heure, donc il faut qu'il y ait une entente qui soit conclue préalablement à la communication de renseignements personnels entre donc justement l'entité de l'organisme qui communique les renseignements et l'organisation qui va recevoir les renseignements personnels. Puis, essentiellement, cette entente doit prévoir qu'il y ait une gestion adéquate qui sera faite. Si on peut résumer ça, c'est qu'il y a une gestion adéquate qui sera faite des renseignements personnels qui seront communiqués, qui seront utilisés, et qu'il y a des mesures qui seront mises en place pour assurer la protection de ces données. Donc, en rafale, l'entente devra prévoir que les renseignements personnels seront accessibles uniquement par les personnes pour lesquelles il est nécessaire d'y avoir accès. Donc ici, c'est le principe selon lequel seules les personnes qui doivent nécessairement avoir accès aux données auront accès aux données et ne seront pas divulguées à plusieurs personnes, même au sein de l'organisation, d'organisme qui recevra les données. Et en plus, ça prévoit que ces personnes doivent signer un engagement de confidentialité. Donc vraiment l'engagement, la volonté de protéger ces renseignements personnels communiqués dans ce contexte-là. Il faut que les renseignements soient utilisés seulement pour les fins prévues au protocole de recherche. Ces renseignements ne peuvent pas être appariés avec tout autre fichier non prévu au protocole. Ça, il faudra que ce soit également prévu par une entente contractuelle. Ils ne pourront pas être publiés ou diffusés sous une forme permettant d'identifier les individus sur lesquels portent ces renseignements. Donc, autrement dit, ces renseignements personnels ne pourront pas être communiqués à de tierces parties, ni même de manière publique. L'information à donner aux personnes avec qui on communique en vue de leur participation à la recherche, il faut que tout ça soit prévu dans l'entente. Les mesures qui seront prises pour assurer de manière plus large la protection des renseignements personnels communiqués, le délai de conservation de renseignements, l'obligation d'aviser l'entreprise ou l'organisme public de la destruction des renseignements personnels une fois qu'ils ne seront plus nécessaires. Et il y a un avis obligatoire et sans délai à donner à l'entreprise ou l'organisme et à la commission d'accès à l'information, advenant qu'il y ait non-respect d'une condition de cette entente, d'un manquement qui est prévu ou de tout autre événement qui pourrait porter atteinte à la confidentialité des renseignements. On pense ici à l'obligation de notification en cas d'incident de sécurité. Et donc, cette entente qui doit être conforme à tout ce qui exige, là c'est le nouvel article qui entrerait en vigueur le 21.0.2 de la loi sur le secteur privé notamment, puis la même chose existe dans les modifications à la loi sur l'accès. Donc cette attente doit être transmise à la commission d'accès à l'information, puis elle entrera en vigueur 30 jours après sa réception. Dernier point qu'il faut noter ici en matière d'utilisation des données aux fins de recherche d'études statistiques, c'est qu'en principe, on obtient le consentement des individus concernés. Puis là, on ne parle pas de la communication, on parle vraiment du consentement des individus concernés pour des fins précises. Et on n'a pas le droit de réutiliser pour d'autres fins sans obtenir le consentement. Mais le projet de loi 64 vient prévoir une exemption selon laquelle on pourrait utiliser à d'autres fins les données collectées à la condition selon laquelle ces données soient utilisées à des fins d'études, de recherche, de production de statistiques. Et il faut que ces renseignements personnels soient dépersonnalisés, de telle sorte à ce que les renseignements personnels ne permettent plus d'identifier
l'individu concerné. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qui va être assez important à mettre en application dans la mesure où il y a des sanctions très, très importantes qui sont prévues dans le projet de loi 64, de telle sorte à ce que si cette exigence notamment n'est pas respectée ou s'il y a tentative de réidentification, donc de pouvoir remettre un nom, une identité aux données qui sont dépersonnalisées, il y a des sanctions administratives, des sanctions pécuniaires très, très importantes qui pourraient être imposées, notamment par la Commission d'accès à l'information. Et sur ce, je vais laisser le mot de la fin à mon cher collègue William. Donc, mot de la fin, quand même certaines innovations, certains progrès dans le cadre du projet de loi 64. C'est sûr que nous, on ne peut pas se prononcer dur comme fer sur ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, mais ce qu'on peut quand même noter ici là, comme remarque finale, c'est que le projet de loi 64 vient apporter une efficacité accrue dans le cadre des demandes d'accès aux données de recherche comparativement à ce qui est en place actuellement. Malheureusement, le projet de loi 64, même s'il est adopté, par exemple, je donne une date complètement fictive au hasard, s'il est adopté en février 2021, ben, les dispositions entrent en vigueur et ont force de loi encore 1 an suite à cette adoption-là. Donc, c'est sûr que on n'est pas encore sorti, on n'est pas encore sorti du trouble là, en bon québécois, là, mais c'est quand même la lumière au bout du tunnel en ce qui a trait à une efficacité accrue pour l'accès aux données, le retrait de la Commission d'accès à l'information pour diminuer les délais et ce qui semble correspondre avec les meilleures pratiques en matière de confidentialité et sécurité en prévoyant une entente entre les parties là, qui s'engagent l'une à l'autre de respecter certaines obligations sévères. On espère beaucoup que cette présentation vous a donné les bases légales pour alimenter la discussion qui va suivre aujourd'hui sur le sujet, en espérant que vous avez bien aimé. Et n'hésitez pas si vous avez des questions ou des commentaires. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître Barbache et Maître Denot-Rouillard pour cette très intéressante présentation, pardon. La question en fait que se pose Nathalie Ouimet, y a-t-il référence à l'accès aux données médicales dans le cadre d'une entente de recherche soutenue par une entreprise privée? Aya, est-ce que tu me laisses, je vais juste, Oui, bien sûr. Excuse-moi. Est-ce que vous pouvez répéter juste la fin de la question? Oui. Y a-t-il référence à l'accès aux données médicales dans le cadre d'une entente de recherche soutenue par une entreprise privée? Okay. Oui, tu veux y aller, William? Oui. Dans une entente de recherche soutenue par une entreprise privée, donc l'entente de recherche ici va être régie par la loi sur le secteur privé. Toutefois, lorsqu'on veut avoir des données de santé, tout dépend d'où proviennent les données de santé ici. Là. Si on a des données de santé qui sont dans les banques de données de santé des domaines cliniques du système de santé, par exemple du ministère de la Santé, bien là, il y a référence aux données médicales et puis on doit prévoir, oui, dans l'entente de recherche, que les données de santé soient protégées de façon adéquate, tel qu'on vient de voir dans le projet de loi, pas dans le projet de loi 64, mais dans le cadre d'une entente qui prévoit des mesures de sécurité proportionnelles au degré de sensibilité des données. Donc oui, il y a plusieurs références aux données de santé qui doivent être faites dans une telle entente. Et puis même si on parle de données de santé auxquelles on veut accéder auprès d'une entreprise privée, donc une entreprise privée qui détient déjà des données de santé et qui voudrait communiquer à une autre entité ou un organisme public, eh bien, c'est toujours préférable d'avoir une référence aux données de santé, que ce soit par le fait d'une entente entre les parties pour prévoir que les mesures de sécurité adéquates vont être prévues là, dans le cadre de cette communication-là et de l'utilisation qui va être faite à des fins de recherche, d'études ou de statistiques. Donc, je ne sais pas si ça répond bien à votre question, mais moi, de ce que j'ai compris, c'est qu'il faut toujours qu'il y ait une référence aux données de santé, que ce soit dans l'entente qui est conclue entre les parties ou même lorsqu'on fait affaire avec le ministère de la Santé. Là. Super. Autre question d'Anne-Marie Morel. Est-ce qu'un délai maximal est prévu dans la loi pour qu'un ministère ou un organisme gouvernemental rende les données accessibles aux chercheurs à partir du moment où ces derniers font une demande?
Et sinon, savez-vous s'il y a des pays qui fixent de tels délais dans leurs lois ou règlements? Ailleurs, tu permets? Ouais. Oui, pardon, tu voulais répondre? Je vais y aller. Ça te va? L'état des lieux actuel dans les lois, c'est que la commission, lorsque la commission doit passer par elle obligatoirement, elle va décerner son autorisation si elle conclut que les critères sont bien remplis. Et puis, la loi prévoit clairement que l'autorisation est donnée selon les modalités, dans le délai et aux conditions que la commission elle-même fixe. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de minimum, de maximum en termes de temps, de délai dans la loi, mais c'est à l'entière discrétion de la commission d'accès à l'information et elle peut même révoquer l'autorisation si elle se rend compte que les conditions, les modalités qu'elle a données, qu'elle a imposées lorsqu'elle donnait l'autorisation n'ont pas été respectées. Puis en général, c'est en général la commission d'accès à l'information, puis là vraiment on dit en général, puis chaque principe a une exception, mais c'est octroyé sur un délai de 3 ans. Puis comme on disait tout à l'heure, les délais sont quand même assez longs pour obtenir l'autorisation puisqu'il faut compter un délai de 1 an en général. Super, merci. La dernière question qui porte davantage, en fait, on parle d'une décentralisation un peu en fait des pouvoirs étant donné que la CAI n'est plus présente. Qu'est-ce qui se passe en fait quand on veut accéder à plusieurs bases de données qui appartiennent à plusieurs organismes gouvernementaux, par exemple? Il faut comprendre que les nouvelles obligations qui entreraient en vigueur telles qu'elles sont prévues dans le projet de loi 64, ça va être applicable pour tous les organismes, toutes les organisations qui voudraient communiquer des renseignements personnels. Donc, si on veut avoir accès, d'après ce que le texte de loi ce qui prévoit actuellement, si on veut avoir accès aux données à des fins d'études, de recherche et de statistiques, eh bien, auprès de divers organismes, organisations, il faudra renouveler l'exercice autant de fois que nécessaire, dépendamment des tierces parties auprès desquelles on voudra accéder aux données. Actuellement, le projet de loi ne prévoit pas d'exemption dépendamment du nombre de tiers à qui est-ce que les données seraient demandées. Il faudrait renouveler l'exercice, puis faire l'évaluation de facteurs et prévoir une entente avec tous les tiers qui communiqueront les renseignements personnels dans ce contexte-là, donc sans le consentement des individus et à des fins d'études, de recherche et de statistiques. Super. Ouais, puis si je peux me permettre juste un commentaire additionnel, tu sais, l'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée, on vient mettre ce fardeau-là sur les épaules des chercheurs ou des entités qui veulent accéder aux données de santé. Mais en pratique, puis on n'a pas encore eu de guide concret à part le document préparé par la Commission d'accès à l'information, mais c'est une évaluation, on peut quand même bâtir son gabarit, ses règles de gouvernance, sa grille d'analyse qui nous permet quand même de éventuellement préparer des évaluations des facteurs relatifs à la vie privée et les soumettre de façon beaucoup plus efficace, même si ça demeure en silo auprès de plusieurs bases de données, si on veut faire des demandes auprès de plusieurs organismes différents, il y a une efficacité du côté des procédures, tandis qu'on va pouvoir toujours utiliser la même grille d'analyse et l'adapter selon les faits particuliers en l'espèce. Donc, pour une même recherche, pour un même projet, on pourrait tout de même gagner en efficacité, même si ça travaille encore en silo, malheureusement. Super. Ben, merci beaucoup à vous deux. C'est certain, à mon avis, que plusieurs personnes vont avoir énormément de questions. Ce qu'on va inviter, en fait, les personnes qui participent à ce webinaire, si vous voulez nous faire parvenir directement les questions, on les centralisera et on pourra vous répondre dans un courriel commun. Il y a plusieurs questions par rapport à la décentralisation, après par rapport également aussi aux charges de travail qui vont être mises sur les organismes, étant donné que la CAI n'est plus là, en fait, pour faire un peu ce tri préalable. Donc, il y a énormément mais c'est très intéressant. Merci beaucoup à vous deux. Merci également à Fasken, en fait, de nous avoir offert cette chance-là. On va passer, si ça vous convient, à la deuxième partie. Patients, chercheurs et décideurs qui discutent des conséquences du manque d'accès aux informations pour la santé de la population. Alors, une table ronde qui est composée d'Alain Vanas, directeur scientifique de l'unité de soutien SRAP du Québec, de Sylvain Bédard, qui est patient coordonnateur au Centre d'excellence sur le partenariat avec les patients et le public, de Philippe Després, qui est co-responsable de l'axe santé durable Obvia, de Richard Lessard, qui est directeur de la santé publique par intérim du CI3S de Lanaudière et professeur agrégé de clinique
de l'École de santé publique de l'Université de Montréal, l'ESPUM, et de Roxane Borges da Silva, qui est professeure agrégée de l'ESPUM, philo chez Cyrano et chercheuse et responsable de l'axe système de soins et de santé publique du CRESP. Merci à vous toutes et à vous tous d'être présents aujourd'hui en fait, pour parler de cette thématique qui nous importe tant. On va y aller avec deux questions. Et ça va être des questions en fait, que je vais vous poser à tour de rôle, bien sûr. La première question en fait, qui nous intéresse beaucoup, en fait, c'est en temps de pandémie, pouvez-vous nous parler de l'impact du manque de données dans votre quotidien? Et Monsieur Lessard, on va vous laisser la parole dans un premier temps. Avec votre micro, par exemple. Oh, bonjour, merci beaucoup. Alors, voilà. Moi, je viens d'un monde qui est particulier, celui de la santé publique, qu'on me présente comme décideur, mais je me considère plutôt un praticien de santé publique. Et dans le cadre de la pandémie, évidemment, en santé publique, on a eu un accès assez direct aux données qui sont disponibles. Donc, nous, on a accès à chaque fois qu'il y a un cas positif, on a le nom, l'adresse, en fait, toutes les informations nécessaires pour rejoindre la personne et puis lui demander de s'isoler. On a aussi accès aux contacts et puis avec les mêmes données. Donc, dans un contexte de maladie infectieuse d'urgence, en santé publique, on a accès à certaines données qui sont recueillies pour les fins de la gestion du projet. Mais en même temps, je vais vous donner deux exemples de situations qui se sont présentées. On savait que le ministère recueillait tous les appels du 811 des personnes au début de la pandémie qui appelaient le ministère pour avoir des informations ou pour prendre un rendez-vous pour se faire dépister, avoir un test. Et on savait qu'il y avait un questionnaire que des personnes remplissaient lors du téléphone et que ces données-là étaient numérisées, stockées quelque part. Alors, moi, j'ai essayé d'avoir accès à ces données-là avec des chercheurs du CRESP à Montréal, le Centre de recherche en santé publique, parce qu'on s'intéressait, on voulait savoir qu'est-ce qui intriguait les gens, qu'est-ce qui les rendait anxieux ou pas, en tout cas, quelles étaient les questions qu'ils posaient pour pouvoir y répondre. Et je n'ai jamais pu avoir accès à ces données-là. Il semblait qu'elles étaient à Montréal, je suis allé voir, elles n'étaient pas là. Il semblait qu'elles étaient au ministère, mais on n'avait pas accès, ou les gens à qui j'ai parlé ne savaient pas où elles étaient. Et finalement, on a laissé tomber parce que les données étaient présentes quelque part, mais on n'avait pas accès. Je vais vous donner un autre exemple où, encore là, avec les gens du CRESP à Montréal, on s'intéressait à la question des travailleurs de la santé asymptomatiques qui, travaillant dans les milieux de la santé, étaient aussi positifs. Et notre hypothèse, c'était qu'avec le déconfinement, petit à petit, de plus en plus de travailleurs de la santé asymptomatiques seraient positifs et présentaient un danger pour l'hôpital ou le centre de santé où ils travaillaient. Alors, ça a très bien marché au point de départ. Nous, comme direction de santé publique, on a mis des ressources là-dessus. Le CRESP aussi. Le PDG nous a donné l'autorisation. Les ressources humaines en ont parlé avec le syndicat qui a accepté parce qu'ils voyaient ça comme une protection de leurs membres. Et puis, on a commencé à développer un questionnaire pour recueillir l'information. L'information s'est recueillie. Et quand est venu le temps de regarder l'information qui avait été recueillie, on s'est aperçu qu'il manquait des codes postaux. Il y en a qui n'étaient pas les bons. Et là, on a eu un problème vraiment de valider les données et puis de pouvoir les traiter de façon adéquate. Et là, dans le fond, on essaye de voir, est-ce qu'on continue ou pas, de quelle manière? Et vous voyez, les conditions sont quand même facilitantes, là. On a un groupe de recherche qui pose des questions importantes pour les décideurs, qui a développé le protocole, qui a investi de l'argent pour développer le protocole. Les chercheurs y ont travaillé, leur agent de recherche aussi. Nous, comme direction, on a mis quand même du travail là-dessus. Mais en bout de ligne, le système n'est pas fait pour recueillir des données fiables parce que ce n'est pas son rôle ou il ne perçoit pas que c'est son rôle et ça nous crée des difficultés. Je vais juste en rajouter un petit peu parce que des maladies infectieuses, ce n'est pas la seule chose qu'on fait. On fait aussi la prévention des maladies chroniques. Simplement pour dire que les données les plus intéressantes d'un point de vue de santé publique sur les fameuses habitudes de vie ou les environnements favorables, c'est le privé qui les possède. C'est la compagnie Nielsen.
hein, qui numérise là, tout ce qui se vend dans un dépanneur ou dans un supermarché avec les codes barres et qui nous donnent, qui ont des informations sur le prix, le positionnement, en tout cas les 4 P du marketing. Et ces données-là qui seraient extrêmement importantes parce que le marketing et toutes les stratégies derrière le marketing sont extrêmement importantes pour, j'allais dire, contrôler, ils ont influencé les comportements qui peuvent avoir des impacts sur la santé positifs ou négatifs. On n'a pas accès. Ça se vend à des prix de 300 000 à 400 000 pour avoir accès à chaque année. On n'a pas accès à toutes les données. Et eux, les ont, les données, puis avec ces données-là, évidemment, dirigent leur stratégie de marketing qui ont un impact sur la santé. Alors, moi, je veux le problème aussi dans l'autre sens, c'est que le privé veut avoir accès aux données qu'on retrouve à la RAMQ, ou Médéco, ou les banques de médicaments. Mais nous, le public, on aimerait ça avoir accès aux données du privé aussi, et elles ne nous sont pas plus accessibles. Alors, je m'arrête ici pour donner, pour l'instant. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Lessard. Alors, justement, on est en train de parler de données d'ordre un peu plus économique. Je laisse la parole à Roxane Borges-Alciva qui va nous parler justement en fait de cet impact au quotidien. Oui, bonjour. Merci pour cette invitation. Moi, c'est ça, j'ai envie de prendre ma lunette d'économiste et de vous parler en fait du centre de recherche de Cyrano, où on a plusieurs chercheurs qui ont développé des algorithmes qui auraient pu être disponibles, puisque le mandat du Cyrano, en fait, c'est de faire des projets pour informer la décision et informer les politiques publiques. Donc, on a des chercheurs qui ont développé des algorithmes à partir de données aux États-Unis qui permettaient, par exemple, de regarder l'impact du confinement, déconfinement par quartier ou par aire de diffusion, etc., pour en fait pouvoir mieux moduler ce confinement par région ou par quartier ou par aire de diffusion et regarder, en fait, analyser l'impact économique. Et ces chercheurs-là, et donc je pense par exemple à Raphaël Godefroy, qui est professeur à l'Université de Montréal et qui cherchait ces données-là, ces chercheurs-là donc, ont cherché à accéder à ces données pour pouvoir informer la décision sur ce type avec leurs analyses, mais malheureusement, ils n'ont pas pu accéder. Je pense aussi par exemple à Philippe Mérigon, qui est chercheur au Cyrano, professeur à l'UQAM aussi, qui m'a aussi lancé un appel à l'aide pour accéder à des données qui avaient, à partir de données, en fait, une étude réalisée à New York sur le métro. En fait, des chercheurs aux États-Unis ont pu montrer que le métro était un vecteur de propagation, un très grand vecteur de propagation de la COVID. Et Philippe proposait de réaliser la même étude à Montréal et souhaitait accéder à ces données. En fait, souhaitait même juste proposer ces algorithmes à la direction régionale de santé publique pour voir dans quelle mesure le métro était réellement un facteur de propagation de la COVID. Et tout ceci, c'était en avril-mai. Donc, le masque n'était pas encore obligatoire dans les transports en commun. Et là encore, on a une situation sans issue où ça a été difficile ou impossible d'accéder aux données. Donc, en fait, j'aimerais juste revenir sur le fait que pour qu'une société fonctionne, il faut qu'elle soit en santé. La capacité productive des individus dépend de leur santé. Donc, des individus en santé sont capables de contribuer à la société, de produire, d'aller travailler, etc. Donc, dans ce contexte, c'est bien important de cet arbitrage-là que le gouvernement doit faire entre confiner, réduire la productivité, fermer les commerces, fermer les lieux, ou sinon laisser aller, etc., et ne pas confiner parce qu'on a aussi besoin que nos enfants aillent à l'école pour des questions de santé mentale, etc. Cet arbitrage-là doit être informé par des données. On ne peut pas faire cet arbitrage sans avoir accès à des données qui nous permettent de mesurer l'impact des deux côtés, le confinement ou le déconfinement. Et malheureusement, nous, les économistes, on a eu accès à très peu de données pour pouvoir informer la décision à ce niveau-là. Merci beaucoup, Roxane. Alain Vannas, on vous donne la parole. Oui, bonjour à tous. Merci pour participer à ce webinaire. Je reprends un petit peu les propos de Roxane par rapport à l'importance d'avoir des informations pour pouvoir moduler les grands paramètres en santé publique. Si on se reporte au mois de février, ce qu'on connaissait de la COVID, de la pandémie, venait des autres pays, un peu particulièrement des pays asiatiques. Et lorsque c'est arrivé ici au Québec, on s'est aperçu que les modèles asiatiques ne fonctionnaient peut-être pas avec le modèle québécois.
Et si on avait eu accès aux données de façon en temps opportun, on aurait pu peut-être moduler un petit peu nos connaissances sur la pandémie au Québec par rapport à ce qui se passe dans les autres provinces, par exemple, ou en Corée du Sud ou en Asie. Donc, et le fait de ne pas avoir en temps opportun dans les semaines ou les mois qui précèdent l'obtention des données, accès à ces données-là pour pouvoir ajuster le portrait épidémiologique qui se passait au Québec, particulièrement, par exemple, avec les personnes âgées et tout. Donc ça, ça n'a pas été possible parce que les données n'étaient pas présentes. Deuxième secteur de la recherche qui aurait pu porter fruit et qui aurait bénéficié à la population, c'est tout l'aspect de la recherche en pharmacoépidémiologie. Par contre, par exemple, si on avait eu accès aux données sur les liens entre l'utilisation de l'hydroxychloroquine et l'évolution de la pandémie, soit en prévention primaire ou prévention secondaire, des gens qui prennent déjà de l'hydroxychloroquine pour un autre problème, par exemple, en maladie arthritique, on aurait pu voir que déjà, peut-être avant les données sur les études randomisées contrôlées qui prennent 6 à 12 mois, en études observationnelles, on aurait pu voir que l'hydroxychloroquine était non seulement pas efficace, mais pouvait avoir des effets secondaires importants. Et ça, on l'aurait vu comme 6 mois avant les études randomisées contrôlées à Dublin-Soie. Et la même chose pour la colchicine aussi. Il y a une importante étude internationale sur la colchicine. Si on avait actuellement accès aux données observationnelles entre ceux qui prennent la colchicine et est-ce qu'il y a un effet de protection, est-ce qu'il y a un effet de protection en prévention primaire ou prévention secondaire, on pourrait déjà avoir des éléments de réponse qui sont de toute façon à être confirmés par des études plus poussées, des études randomisées, contrôlées à double insu, qui sont nécessaires, mais on aurait l'information à l'avance. Voilà, c'était les deux éléments d'information en recherche. Je voudrais peut-être en profiter ici pour distinguer lorsqu'on parle d'accès aux données. C'est important de savoir l'accès par qui et quel type de données et pourquoi faire. Si on se place dans le milieu économique, l'accès aux données par des gens qui ont un mandat de profit, pour des données qui sont habituellement personnalisées avec les noms, adresses, pour fin de gestion de leur entreprise, le risque d'utilisation malveillante de ces données-là, particulièrement dû à un attrait important sur le dark web, est important. Si on regarde les chercheurs, eux, ont accès à des données dépersonnalisées, ils ont accès à des données anonymisées où il n'y a pas le nom, il n'y a pas l'adresse, et c'est pour fin d'amélioration de la vie sociétale. Donc, c'est-à-dire, c'est pour développer des connaissances qui sont utiles à la société. Et ces données-là qu'on reçoit comme chercheurs n'ont pratiquement pas de valeur sur le dark web. Donc, presque pas, le risque d'utilisation malveillante est très, très faible. Donc, je vais juste amener ces éléments-là de contexte entre l'utilisation des données précises dans le cadre de gestion avec des entreprises privées versus l'utilisation de données anonymisées par des chercheurs pour améliorer la qualité de la société et où le risque d'utilisation malveillante est très, très faible, à mon avis, pratiquement inexistant. Merci beaucoup, Alain. Très bon commentaire. On va donner la parole maintenant à Philippe Després. Philippe, c'est à vous. Oui, bien moi, en tant que chercheur, plutôt du côté des systèmes d'information en santé, évidemment, le manque d'accès aux données, bien, ça ne permet pas vraiment de nourrir des algorithmes qui pourraient aider à la prise de décision, ce genre de choses-là. Mais je pense que, encore de façon plus large, il y a un manque aussi de documentation sur la donnée qui est accessible en général au Québec. Donc, c'est très difficile pour nous de retracer qui collecte quoi, comment, quelle est la qualité de cette donnée-là dans le cadre de la pandémie. Donc, ça aussi, c'est extrêmement compliqué. Donc, on a entendu parler du système V10 qui est au ministère. Récemment, je pense que c'est le National Post qui disait qu'il y avait 147 millions qui avaient été dépensés au Canada sur un système qui s'appelle Panorama, qui sert à faire de la surveillance épidémiologique.
Est-ce qu'on a ça au Québec? Est-ce que c'est en place? On ne sait pas. Donc, plus on grattait, plus on voyait des petits bouts qui apparaissaient par-ci, par-là, pour se rendre compte au final que la santé publique travaillait souvent avec des papiers et des crayons pour faire les suivis épidémiologiques. Donc, on est toujours un petit peu dans l'opacité sur comment ça fonctionne derrière l'espèce de grande muraille où il devrait y avoir en fait une plus grande communication, une plus grande ouverture sur voici la donnée qu'on possède, voici comment elle est collectée, voici la qualité qu'on lui accorde. Donc, en tant que chercheur, c'est plutôt comme ça que ça m'a impacté, de ne pas être capable de suivre le chemin de la donnée depuis sa collecte jusqu'à son utilisation. Donc, est-ce qu'on a utilisé des normes, par exemple, qui sont prescrites par Info Santé Canada pour transmettre l'information? Comment ces systèmes-là se parlent? Tout ça aussi, en tant que chercheur, on a intérêt à le savoir pour justement pouvoir décider si c'est de la donnée qui va être de qualité ou pas. Je terminerai là-dessus. Merci beaucoup, Philippe. Sylvain Bédard, c'est à vous, en fait, d'un point de vue d'un patient, plus particulièrement. J'aime bien être le dernier, d'être consulté parce que je vous entends tous parler un l'autre et finalement, on ne parle jamais du patient et c'est vraiment la réalité du patient. Alors, le générateur premier des données est, à mon sens personnel, le propriétaire des données n'est jamais consulté, point final, dans mon opinion. Et je trouve alors, c'est une grosse problématique. Puis j'ose dire que les données, partage de données ou accès aux données, ça reste un monde ésotérique pour le commun du public qui n'a jamais accès à ça et qui en entend parler seulement par les médias ou tout ça. Et quand on ose consulter le public, je n'ai pas encore vu quelqu'un, du moins, qui a écouté le public et au moins qui en a fait un rapport. C'est rarement très rapporté. Donc, ça reste un enjeu incroyable et je pense qu'en temps de COVID, nous, au Centre d'excellence en partenariat patient, ce qu'on a vu, c'est que toutes les portes se sont fermées de toute façon avec tout ce qui était partenariat patient. Toutes les collaborations ont été coupées ou presque et on parle aussi des qualités de soins, tout ça en temps de COVID. Il y a beaucoup de cliniques qui ont été fermées. Donc, le patient dans tout ça n'a aucun pouvoir. Et quand je regarde la nouvelle loi qui est là, je trouve ça extraordinaire. Bravo. Puis je veux juste dire que je suis en accord avec le partage de données, mais encore là, il n'y a aucune place pour la consultation publique ou l'opinion publique ou sur c'est quoi que vous pouvez faire avec mes données, qu'est-ce que je trouverais acceptable, qu'est-ce que je ne trouve pas acceptable et qu'est-ce qui me donnerait l'envie de partager tout ça. Alors moi, rapidement, je me dis tout le temps, est-ce que surprotéger les données pour protéger la personne, c'est plus éthique que plutôt que de partager les données pour trouver des solutions et sauver des vies? Alors, lequel entre les deux est plus risqué et lequel sauve plus de vies? Il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup de questions à se poser. Je vais rester là parce que je veux entendre les autres aussi. Merci beaucoup, Sylvain. En fait, ce qui est intéressant dans la conversation qu'on est en train d'avoir, c'est que, premièrement, il y a eu un impact énorme au niveau des patients. Comme vous dites, en fait, il y a eu des services en fait, qui ont été arrêtés et puis même il y a très peu de consultations en fait, par rapport à ce que veut le patient. Quand on parle au niveau de la recherche, il y a vraiment en fait, une volonté du milieu de la recherche de collaborer, de trouver des solutions en fait, pour produire des savoirs et prendre des décisions éclairées. Et au niveau en fait, des décisions, c'est extrêmement compliqué parce qu'étant donné que c'est un peu un labyrinthe, pour trouver cette information, une information de qualité, et pour après arriver à des décisions qui sont éclairées, c'est relativement difficile. Ça arrive peut-être en fait à la deuxième question, si ça vous convient. Et puis justement, Sylvain, vous allez être content, mais quelles seraient en fait vos solutions envisageables et sécuritaires pour remédier à ce problème? Donc, Sylvain, c'est à vous. Moi, je pense que déjà en partant une consultation ou impliquer les patients ou le public dans des décisions serait déjà un bon début. C'est-à-dire, on met des avocats, on met des statisticiens, on met tout le monde, mais on ne met jamais des patients et même la Commission d'accès à l'information avait décidé de protéger les informations des patients sans même leur demander leur opinion. Alors, je pense que c'est un miroir de ce qui se passe. Alors, si on peut au moins, ce qu'on appelle partnership by design, c'est-à-dire impliquer le patient au même titre que tous les autres collaborateurs qui sont sur une table, parce qu'ils ont le droit aussi à avoir leur opinion là-dessus. Et moi, j'ai aimé beaucoup. Donc, ça serait un changement majeur et surtout dans les traitements aussi. Vous savez, mon fils, il y a 3 mois, alors qu'on a été testé COVID, me dit « Papa, pourquoi il ne m'envoie juste pas le résultat par texto? » Il y a 18 ans. Il y en a qui commencent à y penser puis qui ont fait une adresse de 23 caractères
pour essayer de donner le résultat à l'autre. Il y a comme une mauvaise volonté que les gens aient accès à leurs données. Mon fils de 18 ans, il avait pensé il y a 3 mois de ça, là. Alors, si on revient juste à ça, je pense que c'est un exemple simple et clair que peut-être que le public a des bonnes solutions, simples et efficaces et qui répondent à leurs besoins aussi. Et ça, je suis content de ça. Est-ce que, Philippe, de votre côté, c'est compatible avec ce que vous mettez en place d'une certaine manière? Oui, bien, en fait, les solutions technologiques sécuritaires, elles existent, hein. C'est une question de volonté. Je pense qu'au Québec aussi, on investit beaucoup dans les infrastructures, les ponts, les routes, les écoles, c'est ce qui est très bien, mais je pense qu'on a oublié l'infrastructure numérique derrière. On l'a vu, ça a été assez flagrant durant la pandémie où les histoires de fax sont ressorties, là. Bien, ça, il est temps qu'on investisse aussi. Et la solution technologique, en soi, elle n'est pas une panacée. Il faut aussi, comme disait M. Bédard, que le citoyen ait son mot à dire. Et je pense que la nouvelle réglementation en Europe, le règlement général sur la protection des données, est extrêmement intéressant à cet égard-là parce que là, on donne la capacité aux citoyens de dire « ben non, je ne veux pas que mes données servent pour telle ou telle fin à travers un consentement ». Et c'est des choses qu'on étudie, nous, à l'Université Laval, dans le projet Pulsar et aussi le projet Claret à l'Université de Sherbrooke. Peut-être Alain pourra complémenter là-dessus. Donc, le citoyen qui a son mot à dire, je pense que c'est une avenue extrêmement prometteuse. Nous, ce qu'on a observé dans des projets en lien avec la santé, où on sondait les gens, par exemple, dans un projet de nutrition, on leur demandait, acceptez-vous qu'on aille chercher vos données à la Régie de l'assurance maladie du Québec, à la RAMQ, pour jumeler ça avec vos habitudes alimentaires pour voir s'il y a une corrélation entre vos habitudes alimentaires et votre consommation de soins de santé, par exemple. Et à 92 les gens sont d'accord avec ça. Ils veulent que leurs données servent pour la santé. Donc, il y a une très grande volonté de la part de la population pour que ces données-là servent à améliorer les soins, améliorer les programmes, etc. Donc, je pense que avec la techno qui est là, qui est disponible, là, donc il s'agirait de moderniser nos infrastructures numériques et avec des règlements comme le règlement général sur la protection des données européen, dont le Canada commence à s'inspirer. Là. Je pense que c'est 2 ingrédients qui vont permettre d'aller de l'avant et on va espérer que cet esprit-là du RGPD là, soit insufflé dans les projets de loi qui s'en viennent. Merci beaucoup, Philippe. Alors, Sylvain, on écoute les patients. Philippe, on utilise les technologies. Alain, qu'est-ce qu'on fait de votre côté? Moi, je pense qu'il y a 2 choses. La première chose, c'est les données sur là, elles existent. Et je pense que le commentaire de M. Bédard est extrêmement important. C'est comme chercheur, on doit assurer une transparence de ce qu'on fait avec les données qui nous sont confiées pour fin de recherche. Donc, c'est-à-dire toujours s'assurer qu'il y a un retour vers le public, vers les participants des étapes de recherche, puis aussi des résultats de recherche. Actuellement, on fonctionne avec le guichet d'accès aux données pour y travailler, pour travailler avec eux autres de façon assez étroite. Ce sont des professionnels qui sont extrêmement rigoureux et qui sont d'une efficacité là, vraiment impressionnante. Je parle là, des gens qui travaillent au guichet, là, au CADRISC à Montréal ou à Québec. Le problème, c'est que ces gens-là répondent à des procédures qui sont extrêmement rigides et rigoureuses et qui sont longues à mettre en place. Donc, même si ces gens-là sont très, très compétents, les procédures font que ça prend vraiment… les délais d'obtention des données sont trop longs pour être efficaces et pour être compétitifs en recherche. 2, cette utilisation des CADRIS de façon exclusive élimine toute recherche avec des cohortes comme Carthagène ou la cohorte mère-enfant de Mme Bérard et élimine pratiquement aussi la capacité de faire de la recherche avec des algorithmes d'intelligence artificielle. Donc, je pense que la loi 64 peut amener un apport important de ce côté-là. Qu'est-ce qui va arriver avec les guichets et les CADRIS, les guichets qui sont en exclusivité avec la loi 64?
Je n'ai pas entendu là, de commentaires de la part de la firme d'avocats là-dessus. Donc, à mon avis, il y a un enjeu important pour la recherche avec les cohortes existantes et l'intelligence artificielle si on doit continuer à se déplacer dans les cas de risque dans le cadre des recherches à venir. Merci beaucoup, Alain. Roxane, on continue avec vous, ça vous convient? Oui, parfait. En fait, moi, en fait, quand on réfléchit à une solution qui soit sécuritaire et qui soit envisageable pour accéder aux données, à court terme, ça va être difficile, mais à moyen ou long terme, moi, j'aime beaucoup le modèle ICES de l'Ontario qui, en fait, est construit sur… c'est une organisation qui est structurée dans les universités où les chercheurs, en fait, co-construisent ensemble et mettent en commun leurs forces de travail. Donc, il faut se rappeler que quand on accède à des données, elles nous arrivent brutes. Il y a un travail énorme de validation et d'organisation des données que chaque chercheur doit refaire à chaque fois. Et c'est une perte de temps énorme, une perte d'efficience. Donc, dans le contexte d'ICES, en fait, un chercheur qui accède à des données là-bas a accès aux algorithmes qui ont déjà été développés, a accès à des données qui ne sont pas brutes, donc des données qui vont répondre tout de suite à son besoin et qui vont être exploitables tout de suite. Et c'est un modèle qui est fort intéressant justement pour le partage et la co-construction, le développement collectif, en fait, d'algorithmes. Donc, moi, j'inviterais le Québec à essayer de développer un ICES 2.0 ou un ICES québécois dans lequel on pourrait mettre la force de travail des chercheurs en commun ou une structure qui serait sécuritaire, gérée par des chercheurs ou par une organisation de recherche solide, dans laquelle, évidemment, on s'assurerait que tous les principes éthiques soient respectés de confidentialité. Ça serait mon avis. Merci. Donc, travailler en collaboration et puis éviter en fait de faire 2, 3, 4 fois le même travail alors que d'autres l'ont déjà fait. C'est bien ça, hein? Absolument. Richard, c'est à vous. Oui, merci. Dans la discussion de préparation de ce webinaire qu'on a eu, j'avais dit que pour qu'on puisse avoir accès aux données, il faudrait que le système veuille apprendre et que le système soit intéressé à s'améliorer et à utiliser les données qu'il produit justement pour s'améliorer. Le système, c'est un bien grand mot, mais je pense que je vais vous donner un exemple qui se résume à quelque chose de plus simple, peut-être simpliste, mais nous, à l'Onadière, on a eu le premier cas au Canada d'éclosion dans une garderie. Et on est probablement les seuls. Et quelques jours après l'avoir réalisé, des chercheurs de l'Institut national de santé publique nous ont appelés pour nous dire qu'on serait intéressés à investiguer ce qui s'est passé pour pouvoir apprendre de cet événement-là. Alors, on a dit oui, évidemment, venez, on a rendu les données disponibles. Ils ont fait des analyses très poussées, ils vont sortir bientôt une publication là-dessus. Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des gens qui veulent apprendre, il y a des gens qui veulent utiliser les données pour apprendre, mais vous voyez le lien entre chercheurs et producteurs de données, utilisateurs, ça se joue pratiquement, pas uniquement, j'en suis bien conscient, mais à un niveau individuel. C'est que les décideurs veulent vouloir apprendre, mais les chercheurs doivent aussi être conscients des décisions que les décideurs ont à prendre, des avantages à rendre les données disponibles, et puis comprendre. Alors, ce lien-là de communication entre les chercheurs et les décideurs est absolument incontournable. Et moi, je vous lance un appel. Là, si vous voulez faire des recherches dans l'Anaudière, on est prêt à discuter avec vous. Je pense qu'il y a des opportunités extrêmement intéressantes. Alors, vous voyez, ça se passe beaucoup au niveau individuel. Ensuite, on peut chercher avec vous à rendre disponibles les données, trouver des façons de le faire et peut-être même trouver des moyens de le faire. Et je pense autant ici aux grandes approches de grandes banques de données, de big data puis d'intelligence artificielle, qu'à des données ou à des approches beaucoup plus épidémiologiques, plus petites. Là. Et tout est possible, mais je pense que la discussion que j'avais avec les gens du CRES de Montréal est intéressante aussi à ce niveau-là, c'est qu'ils veulent nous aider, mais ils ne savent pas trop sur quoi nous aider. Et je pense puis on ne peut pas dire que c'est simplement un dialogue d'une demi-heure qui va régler la question. Il faut vraiment analyser les questions de recherche ensemble. Il faut essayer de voir à quoi ça peut servir ensemble, jusqu'à quel point c'est faisable ensemble. Et après ça, on trouve des solutions.
Merci beaucoup, Richard. Donc, en fait, si on résume, on a vraiment, encore une fois, des décideurs qui veulent prendre des décisions plus éclairées, qui ont la possibilité, en fait, de collaborer avec des chercheurs et des chercheuses au Québec qui sont considérés comme talentueux et reconnus au niveau international. On a également, en fait, des patients qui veulent collaborer, mais actuellement, la loi et la complexité du système ne nous permet pas d'aller au-delà de ces obstacles-là. Et de la conversation qu'on vient d'avoir au propos du projet de loi 64, et ça c'est peut-être notre dernière question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que le projet de loi 64 répond à vos préoccupations et va amener une amélioration majeure au sein de la recherche au Québec? Et peut-être qu'on pourrait y aller davantage. Je pense que Sylvain vous a déjà exprimé là-dessus, mais j'aimerais repartir vers vous directement. C'est sûr qu'il faut retourner à l'origine, c'est-à-dire les dernières lois sur l'accès aux données ont été faites, je crois, en 1987, alors que le téléphone intelligent n'existait pas encore. Alors, il commence à être temps qu'on fasse des changements. Roxane qui parlait de l'Ontario, qui a une plateforme qui fonctionne depuis, je crois, 25 ans. Alors, il y a un changement qui doit être fait, parce qu'on est en arriéré depuis longtemps et pour moi, c'est un accès, le partenaire, à vrai dire, les patients et les partenaires de soins, tout ça, on a un avantage à être là, mais on n'est pas là pour ralentir le système, c'est-à-dire juste pour qu'il y ait une transparence dans tout ça et qu'on fasse partie de la décision et probablement qu'on pourrait aussi beaucoup simplifier les réflexions de certains éthiciens qui, des fois, aiment trop penser pour nous autres. Merci. Merci. Alain, on part vers vous directement. Oui, en fait, je voudrais mettre un petit peu en lumière le fait qu'il y a la loi, il y a l'interprétation de la loi et l'interprétation de la loi se fait toujours selon une culture. Or, je me rappelle quand j'ai commencé à faire de la recherche avec les données des années 2000, c'était assez facile d'avoir des bonnes données qu'on avait chez nous en dedans de 3-4 mois. Ça allait assez bien. Et on dirait qu'avec, il y a eu un renforcement d'une culture protectionniste des données qui s'est établie peu à peu, probablement de façon en réaction avec ce qui se passait avec l'utilisation malveillante des données. Et c'est tout à fait louable. Mais on s'est retrouvé avec la même loi et avec des délais d'accès aux données et des complexités administratives impressionnantes 15-20 ans plus tard. Et il faut faire attention avec la loi 64 qui a une bonne intention. Je pense qu'il y a des bons, il y a une bonne amélioration qui peut se faire avec la loi 64, mais si on conserve une culture ultra protectionniste et comme disait le docteur Lessard, qu'on ne cherche pas à apprendre de nos données, à ce moment-là, on va changer une loi pour une autre, on va améliorer des lois, mais la culture va rester la même et je pense qu'on va rester avec un même problème d'accès en temps opportun à des données importantes. Philippe, je vous vois acquiescer. Est-ce que... Oui, bien, je vais renchérir là-dessus. En fait, si la loi ici ne fait que transporter le fardeau qui était sur la Commission d'accès à l'information puis la remettre sur le ministère de la Santé ou sur la RAMQ, on ne sera pas plus avancé parce qu'on va juste déplacer du personnel de la CAI vers ces organismes, mais qui vont faire le même travail. Donc, il y aura juste un intermédiaire de moins, mais quand même, tous les embûches vont demeurer. Je pense que ce que mentionnait Alain là, est important aussi, la culture protectionniste. Moi, je l'appelle presque la culture paternaliste par rapport à certains organismes et ministères qui disent « Non, non, ça, c'est mes données ». C'est de la donnée qui appartient en fait aux Québécois. C'est une richesse naturelle qu'on doit pouvoir exploiter et les gens qui sont en mesure de l'exploiter pour améliorer le système parce que les chercheurs, ils travaillent pour ça. Nous, ça ne nous intéresse pas de savoir que c'est Mme Tartampion ou M. Chose au coin de la rue qui a eu telle ou telle maladie. Nous, c'est d'un point de vue plus global qu'on arrive à dégager des patrons de ça et à informer les décideurs pour des politiques de santé publique ou autre chose. Donc, je pense que cette culture-là, comme j'ai dit, que je considère un petit peu paternaliste, il faut la changer. Il faut considérer la donnée comme une richesse, un bien commun qu'on peut valoriser. Donc, je pense que ça, c'est peut-être difficile à traduire en termes de loi. C'est vraiment des cultures organisationnelles qui se sont établies au fil des années qu'il va falloir essayer de changer. Merci beaucoup, Roxane.
Oui, mais en fait, j'abonde dans le même sens que mes collègues. La première chose que j'aimerais dire, c'est que je suis absolument d'accord avec Richard quand il dit qu'il faut travailler en fait sur le concept de système de santé apprenant, où on doit passer à travers la roue, c'est-à-dire que les données doivent passer dans la recherche, informer la clinique ou la décision et repartir pour changer les pratiques et continuer ainsi. Donc, vraiment, c'est quelque chose sur lequel il faudrait que tout le monde se mette, en fait, tout le monde travaille dans ce sens-là avec les données, que ce soit la recherche, la clinique ou la décision. Après, au niveau du projet de loi 64, c'est sûr que ça prenait une modernisation, disons, de la loi d'accès à l'information. Ce qui est certain, c'est qu'il ne faudrait pas, comme disait mon collègue Philippe, qu'on se retrouve finalement à déplacer ailleurs les problèmes. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est toujours le délai d'accès. Donc, j'espère que le projet de loi 64 va nous permettre de réduire les délais d'accès, parce que quand on veut mener une étude et qu'on se retrouve à avoir les données 2 ans après, c'est pratiquement trop tard et fini. Particulièrement quand on travaille sur des devis quasi expérimentaux avec intervention, en regardant avant, après une intervention, l'impact d'une intervention, en fait, c'est trop tard aussi. Donc, je souhaite vraiment que l'accès puisse être raccourci, le délai d'accès puisse être raccourci. Merci beaucoup. Richard, c'est à vous pour le mot de la fin. Après, on ira sur une période de questions et puis on pourra parler également, en fait, justement, de plusieurs préoccupations qui sont dans les commentaires. Bien, ça dépend de l'objectif de la loi, si c'est une loi qui vise à nous faire apprendre ou à protéger. Et si on se met dans cette optique-là où on veut apprendre tout en protégeant, bien, les mécanismes qui sont prévus vont être soit des barrières ou des étapes. Et en changeant les barrières de place, là, ça ne change rien. Mais en le voyant comme des étapes nous permettant d'avoir accès pour mieux apprendre, ça change toute la mentalité. Et c'est ce que M. Vanasse disait, c'est la culture. On a été une culture de surprotection, je dirais, contrôlée par des avocats. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu, avec une mentalité de protection vraiment exagérée, je dirais. Et ça nous a vraiment empêché beaucoup de chercheurs, en mettant toutes les banques de données ensemble, d'apprendre énormément de choses sur notre système de santé. Et oui, on a besoin d'apprendre beaucoup de choses pour l'améliorer, et pas seulement comptabiliser le volume d'actes qui sont faits ou encore le coût de ces actes-là. Il nous faut vraiment passer d'un système de gestion politico-administrative à un système que je me répète, là, qui veut apprendre et s'améliorer. Merci beaucoup. Alors, ce n'est pas forcément en fait des questions qu'on a sur le chat en fait, du webinaire, c'est davantage en fait des commentaires de personnes qui parlent en fait de limites entre un accès privé, c'est-à-dire pour des compagnies privées, pardon, et un accès pour des personnes qui ont un intérêt public. Est-ce que quelqu'un voudrait rebondir en fait par rapport à ces données-là, par rapport à ce commentaire-là? Si je peux me permettre, comme patient, demandez-moi pas si je vous laisse mes données, si c'est pour sauver des vies ou améliorer un système de santé. Je vous les passe avec un plaisir. Mais si je sais plus tard que vous les vendez à une compagnie pour me revendre un service sans me l'avoir proposé, ça me dérange. Alors, la limite est là et quand j'entends c'est un changement de culture, de toute façon, vous ne m'avez pas demandé si je voulais les partager. Vous m'avez dit tu ne peux pas les partager. Alors, faites-le. En tout cas, ça, c'est mon opinion. Je sais que ce n'est pas l'opinion générale, mais pour aider la santé publique, trouver des solutions, allez-y, faites-le, s'il vous plaît, pour moi. Ouais. Merci. Philippe? Oui, je pense que c'est assez bien documenté que le niveau de confiance, là, selon quand on dit les pharma versus les chercheurs, dans les sondages, ça diminue l'intention de pouvoir partager les données. Ceci dit, l'entreprise privée aussi est un vecteur d'innovation important et peut se nourrir de ces données-là pour éventuellement produire de nouvelles thérapies, de nouveaux médicaments, etc. Donc, il ne faut pas d'emblée exclure le privé parce qu'il y a du profit, etc. Donc, il y a quand même certaines avancées qui peuvent être possibles à cause de ces données-là, mais il faut que ça soit extrêmement bien balisé. Il faut que les fins
d'utilisation soit extrêmement clair dans les termes des contrats qui seront éventuellement négociés. Et puis, peut-être pour rebondir sur ce que vous dites, Philippe, c'est important en fait que ces acteurs-là soient présents, mais peut-être que la priorité qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vraiment en fait ces chercheurs et ces chercheuses qui essaient de faire avancer justement le système de santé actuel et puis qui arrivent avec des recherches qui sont d'ordre public, on va dire, davantage. Hein. Mais il y a des chercheurs du côté privé aussi. Il n'y a pas que des chercheurs du côté public. Oui, oui. Alain, c'est à vous. Oui, en fait, je reviens sur la distinction au départ de quel type de données on utilise. Si on utilise des données dénominalisées, nous, justement, avec le CADRIS et l'Institut de la statistique du Québec, on a développé un algorithme qui permet d'utiliser les données à distance de façon dénominalisée et sécuritaire. Donc, et qui n'empêche pas l'utilisation de ces données-là. On pourrait penser que ces données-là, dénominalisées de façon sécuritaire, peuvent être utilisées par des groupes d'intérêt privé qui vont améliorer et qui vont amener de l'innovation qui est bénéfique pour la population, donc pour les patients et pour les systèmes de santé qui veulent apprendre. Roxane, allez-y. En fait, j'aimerais juste qu'on fasse une clarification aussi, apporter un point de clarification. Quand on parle de privé, il faut faire attention, oui, il y a les pharmaceutiques et les entreprises privées, mais il y a aussi ce qu'on appelle les coopératives, les organismes communautaires qui font partie du privé et qui peuvent avoir besoin, par exemple, les organismes communautaires, de données pour savoir, dans un cadre d'approche populationnelle, les caractéristiques de la population qui desservent. Ça peut être une popote roulante, je dis n'importe quoi. Là. En fait, vous voyez, là, j'exagère un peu, mais ce que je veux dire, c'est que des organismes communautaires, d'organismes de proches aidants ou quoi que ce soit, pourraient avoir besoin de données aussi. Et ce sont des gens qui relèvent du privé. Donc, il faut faire attention quand on parle de privé, de ne pas considérer uniquement les grosses pharmaceutiques. C'est ça, pour lesquels on a beaucoup de craintes, mais qui pourraient apporter très certainement des éléments d'innovation importants et qui pourraient contribuer aussi au système de santé. Mm-hmm. J'aimerais revenir aussi en fait sur le dernier point en fait de Richard Lessard, sur le fait, est-ce qu'on veut que ce soit une loi qui protège ou est-ce qu'on veut que ce soit une loi qui nous fasse apprendre? Et c'est très intéressant parce que, et puis peut-être que ça c'est une question pour Aya et William, mais j'ai comme l'impression en fait que c'est un peu des deux, mais c'est vraiment mélangé en fait dans ce projet de loi qui est également là en fait pour limiter aussi les fuites de données suite aux derniers accidents qu'on a vus au Québec plus particulièrement, non? Je ne sais pas, Aya, oui? Oui. Tout à fait. Il est vrai, il est véridique de dire que le projet de loi met vraiment l'accent sur la protection des données, comme porte le nom de la loi en tant que telle, et la volonté du gouvernement et du législateur de vraiment protéger les données des citoyens et de vraiment remettre l'accent sur, les individus quelque part et la protection de leurs données. Cela étant dit, on l'a vu tout à l'heure, donc oui, évidemment, quand tout à l'heure l'argument a été fait, je pense, par le docteur Lessard, sur le fait que la loi soit là pour protéger les données, la réponse est clairement oui, et c'est indéniable. Cela étant dit, il y a des mécanismes où je pense qu'on peut arriver à l'objectif poursuivi, étant justement l'accès aux données, puis dans le but justement de faire avancer la recherche, de faire avancer les études et en contrepartie d'arriver à ce compromis, à cette proportionnalité entre d'un côté accéder aux données dans cet objectif-là et protéger les individus. Je ne pense pas que ce soit des objectifs qui soient incompatibles. Je ne pense pas que ce soit des objectifs auxquels on ne puisse pas arriver. Je ne pense pas qu'il faille faire de compromis, de sacrifier la protection des données versus faire avancer la recherche. Puis là, je me prononce vraiment sur les dispositions qu'on a vues en matière de recherche et d'études. C'est ce qu'essaie de faire le projet de loi dans ce contexte. On le voit en raccourcissant les délais, en raccourcissant la procédure déjà, donc la procédure de demande à la Commission d'accès à l'information, raccourcir les délais, raccourcir aussi les formalités, puis vraiment remettre l'accent sur le principe selon lequel il y a des ententes qui soient conclues, il y a des évaluations qui soient faites. Après, est-ce qu'il y a des choses qui pourraient être améliorées dans ce qui est proposé en ce moment dans le projet de loi tel que déposé en juin? La réponse est selon moi oui.
mais c'est déjà un début pour réussir à pallier justement les deux objectifs. Merci beaucoup. Alors, une toute dernière question, et puis après, on va y aller sur le mot de la fin, si ça ne vous dérange pas. Au niveau, en fait, et c'est une question, en fait, de Charlie Bouchard, qui porte, en fait, de ce climat un peu de démonisation de l'accès aux données et toutes ces choses-là. Est-ce qu'il y a des programmes qui sont mis en place pour sensibiliser la population à l'utilisation des données dans des buts de recherche? Pour justement, en fait, qu'on comprenne davantage, en fait, le rôle des chercheurs et des chercheuses au Québec afin de faire évoluer justement la situation? Ben, je pense que c'est un rôle pour les FRSQ ou les fonds de recherche. Il y en a, moi, je ne connais pas de ces programmes-là présentement, mais il faut que quelqu'un fasse valoir la plus-value, disons, de la recherche au Québec, plutôt que simplement parler des dangers associés aux fuites de données, comme il y a eu chez Desjardins, qui a assommé beaucoup de monde, si j'ai bien compris, au fonds de recherche, et puis qui a bloqué peut-être des initiatives. Je pense qu'il faut en sortir de ça. Bon, comment, c'est une vraie question, mais je pense que de faire valoir la recherche, de faire valoir ses résultats, jusqu'à quel point elle a un impact sur la santé, la qualité de vie, en tout cas des citoyens, plutôt que de ne parler que des dangers du vol des données privées. Je pense qu'il y a un rôle là pour des organismes voués à la recherche. Je rajouterais juste une petite chose concernant les étapes ou les obstacles, là. Si j'ai bien compris, comme chercheur, si je veux avoir accès aux données de la RAMQ, par exemple, il va falloir que je demande à la RAMQ, tel que proposé dans le projet de loi, un paquet d'affaires. Et là, la RAMQ va avoir à décider si elle m'autorise, si mon protocole est bon, si... donc, je vois, puis la RAMQ n'a pas, je dirais, un historique de facilitation de l'accès aux données. Enfin, je le dis gentiment, là, mais je pense qu'on pourrait en remettre davantage. Alors, c'est pour ça que je m'inquiète du détail du fonctionnement. Ça risque d'être pire, finalement. En tout cas, il y a un danger. Je ne dis pas que ça va l'être, là, mais il faudrait regarder comment ça va fonctionner, parce que je suppose que la RAMQ va se créer un comité de chercheurs, un comité d'éthique, un comité, en tout cas, pour être capable de prendre des bonnes décisions, évidemment. Mais classiquement, historiquement, il me semble que la RAMQ n'a pas été un organisme qui a rendu facilement accessibles ces données. Merci, Richard. Oui, on va y aller avec Alain. Alain, vous voulez rebondir là-dessus? Oui, bien, en fait, sur un commentaire que vous avez dit, je pense que nous, les chercheurs, on a quand même une obligation de transférer les connaissances vers la population, et là, ce qu'on fait actuellement souvent, c'est qu'on fait nos recherches et on fait une publication et ça s'arrête là. Donc, il faut vraiment que les chercheurs fassent un effort pour que le fruit de leur recherche, leurs résultats, servent vraiment à la population. Donc, il y a une étape, il y a un fossé qu'il faut être capable de remplir et de faire connaître nos résultats là, à l'ensemble de la population, à nos patients et aux citoyens. Oui, je suis tout à fait d'accord. Oui. Ben, très rapidement, ça fait 40 ans que je suis patient. J'ai participé à des dizaines de recherches et je n'ai jamais eu les résultats des recherches. Alors, il y a une éducation, mais une transparence à avoir. Et même sur ce qui s'est passé, pour revenir au sujet d'origine, le COVID, là, il y a eu des affaires, mais il n'y a rien. Si ce n'était pas des journalistes qui amènent des fois souvent une opinion biaisée ou qui fait leur affaire, il n'y aurait jamais de feedback sur ce qui se passe. Jamais. J'en ai pas eu. Merci Sylvain. Roxane et Philippe par la suite? En fait, il y a plusieurs éléments. Le premier, c'est pour le retour de la recherche aux patients. En fait, j'aimerais juste que vous sachiez que des fois, les comités d'éthique nous demandent de ne pas divulguer dans quel CIUS on a réalisé notre recherche. Donc, du coup, c'est très difficile de retourner. En fait, on peut, donc, par exemple, moi, j'ai un projet dans les CHSLD, mais je ne pourrais pas dire dans quel CIUS ou dans quel CIS s'est réalisé mon projet. Donc, les patients de tout le Québec pourront regarder mes données, mais ils ne sauront pas où ça s'est réalisé. Donc, ça, c'est un élément. Donc, on a des freins par rapport à l'éthique. Par rapport à est-ce que les chercheurs sensibilisent les patients à la recherche et à l'accès aux données? Mais en fait, quand on réalise des enquêtes et qu'on veut après, par la suite, obtenir
d'obtenir les données RAMQ de ces patients, on les sensibilise. Et je pense par exemple à un projet que dirige Martin Fortin de l'Université de Chicoutimi, l'Université de Sherbrooke, dans lequel on a collecté des données d'enquête auprès de patients en première ligne, dans des GMF, et on essaie d'accéder aux données via la RAMQ, en fait via le CADRES, l'ISQ, etc., à leurs données médico-administratives. On a leur accord, ils ont été sensibles. La très très grande majorité d'entre eux sont très conscients que c'est des bonnes choses pour faire avancer la recherche, pour faire avancer les connaissances, pour qu'ils aient des meilleurs soins. Ils sont prêts à ce qu'on obtienne ces données et ça fait 1 an qu'on essaie d'obtenir ces données-là. L'enquête a eu lieu il y a 2 ans quand même. Donc, vous voyez, donc oui, quand on est en contact direct avec des chercheurs, on fait de la sensibilisation auprès des… quand on est en contact direct avec les patients, pardon, pour des enquêtes, on fait de la sensibilisation auprès des patients et ils sont très réceptifs et ils sont, comme M. Bédard vient de le dire, très sensibles à nous favoriser l'accès aux données. Donc, voilà, c'était mes 2 mots, les deux idées dont je voulais partager. Merci beaucoup, Roxane. Philippe, c'est à vous. Oui, rapidement, en fait, pour le retour aux participants, du côté de l'Université Laval, il y a un projet qui s'appelle Pulsar qui vise justement, c'est dans son ADN, de retourner des résultats de la recherche vers le patient. Donc, typiquement, ce que le patient voit quand il va se connecter au système, c'est des résultats de ses questionnaires, etc. Donc, il y a des tableaux de bord qui sont conçus expressément pour le retour aux participants. Ça devient essentiel dans la recherche de faire cet effort-là pour, en fait, améliorer ce qu'on appelle l'empowerment des participants, là, leur donner une prise sur les données qu'ils ont générées et les résultats qu'ils ont générés plutôt. Et du côté démonétisation d'utilisation des données, je pense qu'il y a une campagne que j'ai mise dans le chat à côté là, qui est au Royaume-Uni, où vraiment il y a certains organismes qui font des campagnes de communication publique afin de sensibiliser la population aux bénéfices entourant l'utilisation des données en santé pour améliorer les soins, le système de santé. Donc oui, ce genre de programme-là, de programme de communication publique-là est essentiel à mon avis pour faire connaître en fait ce que font les chercheurs. Merci beaucoup. Il nous reste quelques minutes. Je vais en profiter en fait pour faire un mot de la fin, mais aussi vous remercier toutes et tous vraiment d'avoir pris du temps extrêmement précieux. On sait que surtout en période de rentrée, c'est extrêmement compliqué. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci pour vos connaissances en matière légale, vos connaissances en matière de recherche, vos connaissances en matière de décision, vos connaissances en matière de patients. C'est essentiel en fait qu'on soit tous ensemble dans cette conversation, vraiment essentiel. Comme vous le dites, en fait, on a des patients et des patientes qui veulent s'impliquer dans la recherche, qui veulent collaborer pour avoir un avancement du système et pour avoir une meilleure santé en fait au final. C'est ça le plus important. On a également en fait des chercheurs qui veulent s'impliquer en fait pour trouver des solutions pour le Québec, qui sont des mines d'informations. On parle d'une mine d'or véritablement en fait qui est inexploitée parce que malheureusement en fait le système ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner. On parle vraiment d'une culture en fait où le système ne peut pas fonctionner en tant que tel. Et finalement en fait on a des décideurs qui veulent apprendre. Des décideurs qui veulent prendre des décisions ou des choix éclairés qui sont basés en fait sur des faits de recherche et tout ça en fait dans une collaboration. Donc c'est pour ça en fait que ce webinaire est aussi important et c'est pour ça en fait que les prochaines semaines vont être aussi importantes. C'est qu'avec le projet de loi 64, on est à la fois avec le ministère de la Justice qui est présent, on est également avec le ministère de l'Économie et de l'Innovation, on est également avec le ministère de la Santé, 3 acteurs qui doivent travailler ensemble en fait pour que ce projet de loi 64 reflète les problématiques qu'on voit et aborde les solutions. Et pas des solutions en matière uniquement en fait de paragraphes, mais des solutions culturelles aussi. Donc, au cours des prochains jours, et ça sera vraiment le dernier mot, au cours des prochains jours, en même temps qu'on vous fera parvenir cette vidéo, on vous fera également parvenir un sondage qui a été réalisé justement avec l'équipe d'Alain Vanas. Un sondage en fait qui porte sur la confiance des Québécoises et des Québécois envers le milieu de la recherche. Donc, ça va vraiment avec la dernière partie de cette conversation-là. C'est certain que la priorité absolue, c'est que ce projet de loi 64 arrive parmi
les prochains projets de loi qui soient discutés en fait en commission parlementaire. C'est l'une des plus grosses priorités qu'on devrait avoir, et notamment en fait en période de Covid et de deuxième vague, où on est en train de continuer d'apprendre et il faut qu'on accélère cet apprentissage, vraiment. Donc, les personnes qui se sont inscrites à ce webinaire ainsi que les participants à la fois au panel et à la première partie, on va certainement en fait vous inviter quand la commission parlementaire et quand on aura vraiment des questions qui vont être posées auprès des organismes et du milieu de la recherche. On va vous faire savoir en fait des prochaines étapes. Ça va être essentiel qu'on soit tous ensemble en fait dans cette même aventure. Donc, j'aimerais à nouveau vous remercier. J'aimerais remercier également Marc-André Parenteau, que vous ne voyez pas, mais qui a orchestré vraiment en fait toute l'arrière-scène d'un tel webinaire. Remercier à nouveau les panélistes et puis les personnes qui ont fait la présentation. Et on se dit à très bientôt pour cette incroyable aventure. Merci beaucoup.